Avant la création du Forum économique mondial en 1971, l'histoire de Klaus Schwab était donc pratiquement inconnue. Certaines personnes pensaient qu'il était une construction, qu'il était juste un personnage inventé. Certaines personnes ne pensaient même pas qu'il existait. Bonjour. Il était très difficile de trouver ne serait-ce qu'une mention de Klaus Schwab. Je dirais qu'avant 1968, c'est là qu'il a commencé à s'imposer en 1968, environ 3 ans avant la création du Forum économique mondial, qui était à l'origine l'European Management Symposium. Ce genre de personnes, ces grosses pointures, ne révèlent jamais leur enfance. Car leur enfance contient généralement de sombres secrets. On s'aperçoit généralement qu'ils sont liés à des personnes qui n'ont pas forcément été bonnes pour le monde. Klaus Schwab est né en 1938. Il s'agit donc évidemment d'années profondément historiques dans l'histoire de l'Occident. Nous approchions de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de gens voulaient croire qu'il était Hitler. Mais à la fin de la guerre mondiale, il aurait eu 6 ans. Son père aurait donc été la personne qui l'admirait et il le respectait. Il suivait tout ce que son père lui disait. Son père dirigeait une entreprise de matériel nazi. Eugen Schwab était le directeur général de la succursale de Ravensburg. Escher Wyss fabriquait des pièces de bateaux et de sous-marins, des lance-flammes pour les Allemands à l'époque, des bombes et autres, et des pièces pour les avions de chasse. Chaque partie de la mécanique de guerre comportait un petit supplément de vis. Son père travaillait pour les nazis, il créait de l'eau lourde. Et l'eau lourde était utilisée pour l'enrichissement de l'uranium. C'était donc un moyen naturel d'enrichir l'uranium. Eugen Schwab faisait-il partie des nazis qui se tenaient devant l'hôtel de ville de Ravensburg en 1938 où cette photo a été prise? Cela suscite toujours la controverse. Dans cette partie de l'Allemagne, on ne le mentionne pas car les gens détestent voir que tous les nazis étaient si fiers et heureux. Ravensburg était une si grande ville nazie. Ravensburg n'a pas été visée pendant toute la guerre. Ce que nous pouvions voir, c'était un grand nombre de riches Allemands qui avaient contribué à la course mondiale des modifications eugéniques. Incluant 691 patients euthanasiés à Ravensburg pendant la guerre. 691 qui avaient été euthanasiés. Cela fait beaucoup de personnes euthanasiées à Ravensburg. Dans les années 60, Klaus Schwab est un jeune homme qui va à l'université et obtient diplôme sur diplôme. Et en 1966-1967, son père lui a dit « Si tu veux réussir, tu dois aller à Harvard ». Et c'est là qu'il a reçu l'enseignement d'Henry Kissinger. J'ai rencontré pratiquement tous les leaders au cours des 40 dernières années. Et seuls 3 ou 4 d'entre eux m'ont vraiment impressionné et ont dans une certaine mesure changé ma façon de penser. Et l'un d'entre eux était Mandela. Un autre était mon professeur à Harvard il y a 50 ans, le professeur Henry Kissinger. Il a joué un rôle déterminant dans l'idéologie globale de Schwab pour les années à venir. Et c'est en partie parce que Kissinger faisait partie de nombreux groupes, dont les Rockefeller. Et vous avez mentionné David Henry Kissinger. En fait, je suppose que j'ai été le premier à le connaître parce qu'il était membre d'une organisation appelée le Council on Foreign Relations à New York.
Henry Kissinger était lui-même évidemment l'homme de référence du Club de Rome et de l'idéologie favorable à la réduction de la population. Le Club de Rome a été créé en 1968 par Aurelio Pecci, un industriel italien, et Alexander King, un chimiste écossais. Le Club de Rome est composé de quelques 70 hommes d'horizons très divers, mais leur préoccupation commune est que les problèmes mondiaux ne peuvent être résolus par des nations individuelles. Je me suis entretenu avec le docteur Aurelio Pecci, fondateur du club, et le docteur Alexander King, directeur de la Banque mondiale et de l'OCDE des Nations Unies. Se sont vraiment concentrés sur le contrôle de la population, sur la réduction de la population. Ils avaient des idées malthusiennes. Ce n'est pas un effet de science-fiction de 2001. Cet affichage électronique émanant du plus grand ordinateur d'Australie est une image de l'état passé, présent et futur de la planète Terre. Ce fut développé sous les auspices du Club de Rome par une équipe de recherche du MIT pour présenter un modèle complexe du monde et de ce que nous, les humains, lui faisons subir. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme sur la planète, ceux-ci considèrent le monde comme un seul système. Cela montre que la Terre ne peut pas supporter la population et la croissance industrielle actuelle beaucoup plus que quelques décennies. Cela montre que le simple fait de nettoyer des pots d'échappement de nos voitures et de faire quelques petits efforts pour limiter nos familles ne suffit pas. L'état de la planète commence à devenir très critique. Et si nous ne faisons rien, voilà ce qui va se passer. La qualité de la vie va revenir à pratiquement zéro. La pollution va devenir si grave ici même qu'elle va commencer à tuer des gens. La population va donc diminuer jusqu'à être inférieure à ce qu'elle était en 1900. Et à ce stade, vers 2040-2050, la vie civilisée telle que nous la connaissons sur cette planète cessera d'exister. Cette idée malthusienne correspondra donc à l'introduction du Forum économique mondial. Le monde est devenu tellement interdépendant que les entrepreneurs du monde entier dépendent les uns des autres. Je pense qu'il est tout à fait l'incarnation de l'idéologie des Rockefeller de Rome, de Henry Kissinger. Ils recherchaient quelqu'un en Europe qui avait une certaine expérience pour rassembler des personnes et des entreprises. Klaus Schwab dirait: nous devons vraiment exploiter ce capital humain. Et c'était un signe qu'ils étaient exactement sur la même longueur d'onde que tous les gens qui les avaient formés, tous les gens qui les avaient élevés, et du Club de Rome, et des gens qui déclaraient que nous devions contrôler la population si nous voulions réussir à l'avenir. Je pense qu'ils ont vu en lui la personne parfaite pour défendre leur cause. Et l'a présenté comme une cause environnementale plutôt que comme un contrôle de la population. Nous avons des partenariats continus avec de nombreux gouvernements dans le monde entier. Bien sûr, nous avons des ONG, nous avons des syndicats, nous avons toutes ces voies différentes. Des médias, bien sûr, et de très nombreux experts et scientifiques et universitaires. Parce que si nous nous projetons dans l'avenir, je pense que nous devrions réfléchir à de nouvelles solutions, et les nouvelles solutions seront fortement influencées par le développement technologique. L'eugénisme est une chose difficile à prôner après la Seconde Guerre mondiale. L'idée malthusienne du besoin d'un désastre pour réaliser leur agenda est véritablement importante. Les catastrophes que nous créons ou que nous pouvons créer, même lorsqu'elles ne sont pas réelles, nous les créons pour nous assurer que notre agenda progresse. Au nom du Centre pour la sécurité sanitaire de la Fondation Bill et Melinda Gates et du Forum économique mondial, bienvenue à l'événement 201. L'événement en 201 était une simulation de pandémie. C'était ce qu'on appelle une simulation sur table. Je suis Robert Kennedy Jr. et je suis le président de Children's Health Defense.
En l'an 2000, Bill Gates et Tony Fauci se sont mis d'accord sur un partenariat. Bill Gates a fait venir Tony Fauci dans son manoir sur le lac Washington à Seattle et ils ont conclu un accord selon lequel ils allaient promouvoir les vaccins dans le monde entier et obtenir une mise en conformité universelle. Ils ont baptisé leur projet Décennie des vaccins. Ils avaient déclaré que d'ici 2020, leur programme de vaccination serait totalement conforme aux normes internationales. Et c'est à ce moment-là que Gates a commencé à investir dans toutes ces agences quasi-gouvernementales, à les créer, et aussi à faire de très gros investissements dans les fabricants de vaccins et dans les vaccins à ARN messager afin de se préparer à la date à laquelle cette maladie qu'ils appelaient la maladie X apparaîtrait soudainement. Et si vous regardez ces prédictions à l'approche des années 2019 et 2020, les deux hommes ne cessaient de faire ces prédictions extraordinairement précises. Mais nous devons toujours nous inquiéter de l'arrivée d'une nouvelle épidémie, une épidémie de grippe qui pourrait devenir mondiale. Je pense qu'une épidémie, qu'elle soit d'origine naturelle ou intentionnelle, est la chose la plus susceptible de provoquer, disons, 10 millions de décès supplémentaires. Il s'agit d'une nouvelle méthode de fabrication des vaccins qui pourrait nous permettre de développer en moins d'un an un nouveau vaccin appelé vaccin ADN-ARN. Et donc nous allons financer quelques projets. Fauci, nous l'appelons le Nostradamus du NIAD, c'est parce qu'il a littéralement prédit jour pour jour l'apparition de cette pandémie. Donc en 2017, Tony Fauci a promis au monde cette grande épidémie et cette maladie. Il n'est pas un diseur de bonne aventure et il n'est pas clairvoyant. Il a fait ça depuis le début. Il ne fait aucun doute que la prochaine administration devra relever un défi dans le domaine des maladies infectieuses, qu'il s'agisse de maladies infectieuses chroniques au sens de maladies déjà existantes, et nous portons certainement un lourd fardeau de ce côté-là. Mais il y aura aussi une épidémie surprise. Et puis l'autre chose que je souhaiterais pouvoir rencontrer, c'est la possibilité de répondre rapidement à quelque chose de tout nouveau, comme par exemple une toute nouvelle pandémie. 58 jours plus tard, exactement. L'inquiétude grandit au sujet du coronavirus mortel qui frappe officiellement les États-Unis. Voilà ce que nous savons. En écrivant mon livre, j'ai commencé à faire des recherches sur l'événement 201. J'ai commencé à me rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'une simulation unique, que les mêmes personnes effectuaient ces simulations pratiquement chaque année depuis l'an 2000. Ces simulations qui avaient lieu presque chaque année portaient des noms tels que Opération Lockstep, Dark Winter. Il y a eu une simulation appelée Dark Winter qui n'a pas donné de très bons résultats, c'est-à-dire que la variole a obtenu un score de 1 et l'humanité un score de 0. Nous sommes sur le point d'entrer dans un Dark Winter, Dark Winter est le nom d'une simulation légendaire de bioterrorisme qui a eu lieu en juin 2001. Bonsoir, nous interrompons notre programme habituel pour retourner au Southwest Medical Center afin de poursuivre notre couverture de l'épidémie d'une maladie mystérieuse. Plus tôt dans la journée, les responsables de l'hôpital ont déclaré qu'ils admettaient des patients présentant les symptômes qui semblaient être ceux d'une varicelle adulte sévère. Ce qui est important aussi à propos de Dark Winter, c'est que l'événement qu'ils prédisaient a été mis en ligne plusieurs mois plus tard et que les similitudes étaient tout simplement très étranges. Par exemple, des personnalités des médias recevant des lettres d'anthrax par la poste. Judith Miller, qui a reçu une de ces fausses lettres d'anthrax, était à Dark Winter. Les lettres envoyées à NBC et au New York Post étaient les mêmes. C'est bientôt. Prenez de la pénicilline. Maintenant, mort à l'Amérique, mort à Israël, Allah est grand. Elles ont été envoyées au bureau du Sénat et ironiquement, elles ont été envoyées aux sénateurs qui s'étaient opposés au Patriot Act, qui devaient changer de camp et dire oui, nous devons renforcer l'état de sécurité. Le FBI a ouvert une enquête criminelle au Capitole américain aujourd'hui après qu'une lettre envoyée au leader de la majorité au Sénat, Tom Daschle, ait été testée positive à l'anthrax. Les attaques à l'anthrax étaient alors utilisées pour justifier la guerre en Irak. Aucune chance que l'Irak ait pu être la source de cet anthrax. C'est des conneries, voilà ma réponse.
C'est le récit qui était mis en avant et qui devait être tenu jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'anthrax utilisé dans les attaques était la souche AIM, qui n'était utilisée que par l'armée américaine. Pouvez-vous nous dire de quelle souche il s'agit, monsieur? Et il y a le fait qu'il s'agit d'une petite, la souche AIM. Ce qui est important dans le cadre de l'événement 201, c'est que l'une des principales organisations à l'origine de Dark Winter est désormais connue sous le nom de Johns Hopkins Center for Health Security. C'était le centre d'études de la biodéfense civile. Ces deux personnes étaient impliquées dans l'écriture de Dark Winter. Les principaux auteurs étaient Tara O'Toole et Thomas Inglesby. Bien sûr, Thomas Inglesby était le modérateur de l'événement 201 car il dirige maintenant le Johns Hopkins Center for Health Security et son ancienne patronne Tara O'Toole travaille maintenant pour la CIA à In-Q-Tel. Cette fille là-bas, elle est très bien. Je m'appelle Whitney Webb, je suis écrivain d'investigation, je suis la fondatrice de Unlimited Hangout pour lequel j'écris actuellement. Et les gens connaissent l'événement 201 parce que c'était étrangement sans aucun précédent. L'objectif de l'exercice événement 201 est d'illustrer les conséquences potentielles d'une pandémie et les types de défis sociétaux et économiques qu'elle poserait. Cela s'est produit en octobre 2019. Nous savons maintenant que le virus, le coronavirus, circulait déjà à partir du 12 septembre 2019. Le scénario de l'événement 201 est fictif, mais il est basé sur des principes de santé publique, des modélisations épidémiologiques et l'évaluation d'épidémies passées. En d'autres termes, nous avons créé une pandémie qui pourrait se produire de façon réaliste. Et donc, un mois après le début de la circulation du virus, ils ont cette simulation dans l'hôtel Pierre à New York. Et qui est à la simulation? Eh bien, Bill Gates, qui est celui qui la finance. Le personnage clé est Avril Haines, une ancienne directrice adjointe de la CIA qui est maintenant à la tête de l'Agence nationale de sécurité. Elle est donc l'espionne la plus haut placée dans le monde. Et puis il y avait des représentants des agences de santé et des grands médias. Le Forum économique mondial a réuni ce conseil en raison de votre expertise combinée, de vos antécédents et de votre voix mondiale. Alors, de quoi parlent-ils? Ils parlent de leur planning pour une pandémie de coronavirus. Cela a commencé par des porcs en bonne santé. Il y a des mois, voire des années, un nouveau coronavirus s'est propagé silencieusement dans les troupeaux. Peu à peu, les agriculteurs ont commencé à tomber malades. Les personnes infectées ont contracté une maladie respiratoire dont les symptômes vont de légers symptômes grippaux à une pneumonie grave. Les plus malades ont besoin de soins intensifs. Beaucoup sont morts. Au début, la propagation était limitée aux personnes ayant des contacts rapprochés, au personnel de santé, aux collègues de travail et aux familles. Mais maintenant, il se répand rapidement dans les communautés locales. Mes chers compatriotes, ce soir, je veux vous parler de la réponse sans précédent de notre pays à l'épidémie de coronavirus qui a débuté en Chine et qui se propage maintenant dans le monde entier. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement annoncé qu'il s'agissait d'une pandémie mondiale. Les décès dus au Covid ont continué à augmenter, doublant au cours des 2 dernières semaines pour atteindre une moyenne de plus de 900 morts par jour. L'État de New York a eu raison de mettre en place une quarantaine obligatoire de 14 jours. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de nouveau à New York. Nous aurons des points de contrôle aux principaux points d'entrée de la ville. Si vous arrivez à Manhattan en voiture depuis le New Jersey, ne soyez pas surpris si un shérif adjoint vous attend pour vous parler du côté ville du tunnel. Morgan, le Texas a atteint son taux de positivité moyen le plus élevé depuis le début de la pandémie, dépassant les 20%. Que disent les officiels à propos de ce chiffre? Ils disent qu'il doit baisser, pas seulement un peu, Allison, mais drastiquement. Nous traversons une crise de la compassion. Pour la première fois de ma carrière, les médecins tournent le dos aux patients. Ils refusent de soigner les patients. Donc c'est très très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils les tuent? Ils les tuent.
Le docteur Peter McCullough est un interniste et cardiologue de Dallas, au Texas. Il a un long passé médical assez célèbre que vous pouvez consulter ici si vous le souhaitez. Vous devriez le faire, mais plus précisément, il a beaucoup traité le Covid. La carte de pointage pour un médecin universitaire est le nombre de citations répertoriées dans la National Library of Medicine. J'ai plus de 600 citations dans la Bibliothèque nationale de médecine. Je suis considéré comme la personne la plus publiée au monde dans mon domaine. J'ai présidé et participé à un très grand nombre de comités de surveillance de la sécurité des données pour des essais de médicaments, de dispositifs et d'interventions. J'ai été le principal responsable des études au niveau mondial. J'ai fait des présentations devant la FDA américaine, l'Académie des sciences de New York, l'Agence européenne des médicaments. Et je peux vous dire, en tant que médecin qui reçoit des patients atteints de Covid-19 et les traite, que je compte 40 publications sur le Covid-19. Je suis parfaitement qualifié pour donner mon avis sur cette crise. En fait, plus qualifié que n'importe quelle autre personne dans le monde. Il n'y a personne qui ait cette convergence d'expérience face au virus. Ce qui a été fait au fil du temps était un programme complet et total pour se concentrer sur toute autre chose qu'un patient malade. Les yeux des médecins se sont assombris, leur cœur s'est endurci et ils n'ont pas proposé le traitement aux patients. Donc au départ, on s'est concentré totalement sur ce qu'on appelle le contrôle de la contagion. Port de masque, distanciation sociale, désinfectant pour les mains, confinement, jouer la défense. Puis le coup suivant, quelques informations sur la façon de traiter les patients à l'hôpital, quelques mises à jour, ici et là, des controverses concernant les médicaments. Les stratégies de l'hôpital devenaient claires, elles arrivaient trop tard et pratiquement tous les décès avaient lieu à l'hôpital. L'hôpital ne sauvait pas les patients. Ainsi, ce principe de jouer la défense en contrôlant la contagion en attendant l'hospitalisation se révèle en quelques mois très clairement inefficace, littéralement. Nous allions avoir des millions et des millions d'hospitalisations. Nous allions avoir des centaines de milliers de morts aux États-Unis avec cette stratégie. Ensuite, tout est devenu clair. Jouer la défense avec le contrôle de la contagion à l'hôpital, laisser les décès se produire car essentiellement, nous ne traitions pas les malades assez tôt. Et alors, le plan de jeu est devenu très clair, attendre la vaccination de masse. J'ai donc compris que mon travail était en quelque sorte pris dans un jeu aux enjeux très élevés. Et une grande partie de ce jeu consistait à supprimer toute information sur le traitement aux patients, quelle qu'elle soit. Et donc, une fois que nous avons su que le plan était une vaccination de masse, tous les efforts de traitement furent abandonnés. Alors que le président Trump a annoncé au monde entier qu'il prenait désormais de l'hydroxychloroquine, le médecin local qui l'a peut-être incité à en prendre réagit. Caroline Gussel de CBS News à l'histoire. Nous avons parlé du docteur Zelenko le mois dernier. Il a dit avoir traité 600 patients à haut risque avec seulement 2 décès. Sa combinaison de médicaments, le zinc, plus le médicament antipaludéen, hydroxychloroquine et dans certains cas des antibiotiques. J'ai reçu une lettre d'un médecin l'autre jour. Il a juste dit « Désolé, j'ai des centaines de patients et je leur donne de l'hydroxychloroquine. » Je n'ai pas choisi le Covid, c'est lui qui m'a choisi. Parce que la communauté dans laquelle je travaillais la première semaine de mars a connu une épidémie. Et c'était la plus grande épidémie en Amérique à l'époque. J'ai juste senti que c'était mon devoir, mon moment. Je ne suis pas un soldat, mais c'est à ce moment-là que j'ai été appelé à tenir la ligne. Et si vous vous souvenez, à cette époque, il n'y avait pas de traitement. La seule priorité était de construire plus d'hôpitaux, plus de capacités hospitalières, des unités de soins intensifs, des respirateurs. 80% des personnes sous respirateur étaient en train de mourir. Donc ce que j'ai fait la première semaine, la deuxième semaine de mars, j'ai commencé à réviser ma virologie. J'ai étudié le fonctionnement de ce virus. Et puis j'ai regardé les autres pays. J'ai regardé comment la Chine et la Corée du Sud traitaient leurs patients.
Mon traitement est basé non pas sur la magie, mais sur la recherche scientifique. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Eh bien, j'ai juste combiné l'approche française avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, avec l'approche sud-coréenne du zinc et de l'hydroxychloroquine. Et ce sont tous des médicaments que j'ai utilisés pendant 20 ans. Mes données ont donc montré une réduction de 84% des hospitalisations et des décès chez les patients à haut risque si vous utilisez le protocole Zelenko. Cela signifie, pour vous donner une idée de l'échelle, que si, disons, 1,5 million de personnes sont mortes, nous aurions pu en éviter 420 000. Je le répète encore, à environ 1,5 million de personnes de morts, nous aurions pu éviter que 420 000 personnes aillent à l'hôpital. Sous serment le 19 novembre 2020 au Sénat américain, j'ai témoigné à l'époque que la moitié des décès étaient évitables. La moitié. Je suis un peu en colère contre les forces qui ont orchestré tout ça. Et laissez-moi être très précis. Tout d'abord, les principaux coupables sont les fraudeurs universitaires. Ces personnes qui ont fourni les données frauduleuses qui ont servi de base pour commettre des meurtres de masse. Ces obstacles ont été créés pour que les patients ne puissent pas obtenir les médicaments qui leur sauveraient la vie. Tous ces essais montrent de manière constante que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace dans le traitement de la maladie du coronavirus ou Covid-19. La première étude publiée qui a déclenché la vaste cascade académique a été l'étude VIA, qui a montré que l'utilisation de l'hydroxychloroquine n'aidait pas et pouvait même tuer des gens. Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Il y a juste un petit détail qu'ils ont oublié de vous dire. Oui, l'étude montre que le médicament était inefficace pour garder les patients sous respirateur et encore plus troublant, il montre qu'il y avait une augmentation des risques de décès. L'étude a montré que les personnes ayant reçu le médicament avaient un risque de décès supérieur de 95%. Ce que ça a montré, c'est que l'hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine ne changeait rien au fait que vous soyez ou non placé sous ventilateur. L'étude a été réalisée sur des patients en moyenne à 17 jours à l'hôpital, tous sous ventilateur. L'élément infâme était donc qu'ils ont pris cette conclusion chez des patients qui étaient au stade final d'un processus pathologique et l'ont extrapolé au contexte préhospitalier en disant qu'il ne fallait pas utiliser l'hydroxychloroquine au début du processus pathologique. C'est maléfique. Ce n'est pas une conclusion que l'on a dû tirer de cette étude. Nous avons vu cela pour la première fois en médecine. Nous avons vu un manuscrit complètement falsifié publié dans le Lancet avec de fausses données montrant que l'hydroxychloroquine était nocive alors qu'en fait, l'hydroxychloroquine telle que découverte il y a des années est un inhibiteur très puissant de toute cette famille de virus. Et bien sûr, le médicament n'avait pas l'habitude de ça. Nous l'utilisions depuis 65 ans. Il était tout aussi sûr en 2018 qu'en 2020. Et soudain, les médecins ne savaient plus que l'hydroxychloroquine était un médicament simple, sûr et efficace. Oui, je veux dire, tout le récit dans les médias était que l'hydroxychloroquine va vous tuer. Ça existe depuis 40 ans pour la malaria, le lupus, etc. Je le prendrai. Alors, qu'en penses-tu, Sanjay? Eh bien, tu ne devrais pas le prendre. L'Organisation mondiale de la santé a suspendu un essai clinique de l'hydroxychloroquine, un médicament anti-paludéen comme traitement du Covid-19. Elle a invoqué des problèmes de sécurité. L'utilisation de médicaments non testés sans les preuves nécessaires pourrait susciter de faux espoirs. Les patients peuvent le prendre en pensant qu'ils sont en quelque sorte protégés, même si rien ne prouve qu'il s'agisse d'une prophylaxie ou qu'ils puissent prévenir les infections au Covid. Un revers majeur dans l'espoir que le médicament hydroxychloroquine aurait pu être utilisé comme un traitement possible du coronavirus. Une étude clinique indique que le médicament vanté par le président Trump ne fonctionne pas et en fait peut présenter un risque élevé de décès.
Mystérieusement, le deuxième plus grand producteur d'hydroxychloroquine en dehors de Taipei à Taïwan a été réduit en cendres. Mais ce n'était pas suffisant. L'ivermectine, un médicament antiparasitaire également très efficace contre le virus. La chaîne d'information pour laquelle vous travaillez a menti, a carrément menti sur le fait que je prenais du vermifuge pour chevaux. Il n'aurait pas dû faire ça. Pourquoi ont-ils fait ça? Je ne sais pas. Tu n'as pas demandé? Regardez les deux côte à côte où vous pouvez clairement voir le filtre trompeur et méprisant, vraiment très hilarant que CNN a fait sur la vidéo. Je n'en reviens pas que Joe Rogan ait admis hier prendre de l'ivermectine. Oui, c'est le médicament vermifuge fait pour tuer les parasites pour les animaux de ferme. L'ivermectine est apparemment administré pour vermifuger les animaux. Je pense qu'ils sont clairement dangereux, mais ils sont encore plus dangereux à cause des personnes qui ont refusé de se faire vacciner et qui à la place avalent des vermifuges pour chevaux. Attends. Il a dit qu'il allait mieux parce qu'il avait pris un vermifuge. Les médecins disent qu'on peut en prendre pour les humains, oui, mais pas pour un coronavirus. Mais cela ne s'est pas arrêté là. En fait, nous avions des données émergentes concernant un simple médicament contre la goutte, la colchicine, et l'Institut de cardiologie de Montréal a réalisé et conduit le plus grand essai prospectif en double aveugle, randomisé et contrôlé par placebo. Dans tout le Covid, c'est mieux que le Remdesivir. C'est mieux que les vaccins, c'est mieux que tout scientifiquement. Un simple médicament contre la goutte réduit massivement les hospitalisations et les décès. Ce manuscrit a été retardé et tué au New England Journal Medicine, retardé et tué au JAMA, retardé et tué au Lancet et à ce jour n'a pas vu la lumière du jour. Je savais que nous étions sur un chemin très sombre, frauduleux et malhonnête. Et le terme correct pour cet événement est malfaisance. Il y a malfaisance lorsque des agences gouvernementales et des fonctionnaires de confiance créent des actes répréhensibles et des méfaits qui causent un préjudice public général. La seule chose qui a du sens, c'est que c'est Satan. C'est démoniaque. Satan contrôle l'esprit des médecins. Leurs yeux sont brouillés. Il y a beaucoup de pourquoi ici. Pourquoi? Pourquoi des informations vitales ont-elles été supprimées? Pourquoi l'accès aux médicaments vitaux a-t-il été supprimé? Pourquoi? Qui en bénéficiait? Le terme que les gens utilisent est la grande réinitialisation et je pense que c'est fondamentalement clair. Nous sommes réinitialisés en ce moment. La crise Covid-19 nous a montré que nos anciens systèmes ne sont plus adaptés au XXIe siècle. Cette pandémie a été l'occasion d'une remise à zéro. C'est l'occasion d'accélérer nos efforts pré-pandémiques. Nous avons une occasion en or de tirer quelque chose de bon de cette crise. Aujourd'hui, avec mes collègues démocrates, nous avons un cadre pour une initiative Reconstruire en mieux. Mieux reconstruire signifie apporter un soutien aux plus vulnérables tout en maintenant notre élan pour atteindre l'agenda 2030 pour le développement durable et les ODD. Nous disposons donc d'une occasion unique, mais qui se rétrécit rapidement de tirer des leçons et de nous réorienter vers un rôle plus durable. Rééquilibrer les investissements, valoriser la science et la technologie et faire progresser la transition vers des niveaux d'émissions nets nuls. Tous les éléments de la grande réinitialisation sont fondamentaux pour construire l'avenir dont nous avons besoin. En bref, nous avons besoin d'une grande réinitialisation. Le Covid-19, que ce soit intentionnel de leur part ou un acte de Dieu ou de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que la réponse à la gestion du Covid est conforme à l'agenda du Forum économique mondial.